Un agresseur entre dans une boutique, tire 3 coups de feu et tue la propriétaire. La police a des suspects, mais tous ont un alibi. Les experts médico-légaux parviennent souvent à élucider des crimes même quand le meurtrier se cache dans l'ombre. En Floride, au début des années 90, les touristes représentent une cible de choix pour les malfaiteurs. Des centaines de touristes ont été dévalisés, certains agressés, et 8 d'entre eux ont été tués. Une journaliste en voyage vit une expérience peu banale. Elle est tour à tour reporter, touriste, victime et militante. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de votre série Les Enquêtes Impossibles. Romans et films de science-fiction nous ont familiarisés avec la 4e dimension. Aujourd'hui, nous pouvons accepter l'idée que le temps puisse se distordre, s'accélérer ou se figer brutalement. Ces conventions romanesques sont distrayantes. Elles le deviennent beaucoup moins lorsqu'un prédateur en use pour tromper les enquêteurs. Dans cette affaire, comme le dira un inspecteur, il y a des criminels cachés dans l'ombre, mais l'ombre peut également permettre de démasquer un meurtrier. L'automne est une saison magnifique à Spring Grove, en Pennsylvanie. Les photographes paysagistes et les artistes locaux viennent en général ici, à la galerie Grey Fox. La propriétaire, Jennifer Myers, travaille dans l'encadrement. C'était une femme, une mère et une épouse fantastique, et une amie très chère à beaucoup de gens. Tenir une boutique n'est pas facile. 1 an plus tôt, le magasin de Jennifer a été dévalisé. On l'a menacé avec une arme. Depuis, son mari Steve passe au magasin tous les après-midi après sa journée de travail à l'usine. D'ordinaire, il ne se passe rien, mais ce n'est pas le cas ce 20 octobre 1997. My wife's been shot. Your wife's been shot? Yeah, at Grey Fox Gallery in Spring Grove. Hurry. Okay, sir, listen to me, okay? Do you know who shot her? No, I don't. Okay, where out on her body is she shot In the at? face. Okay, is she breathing? Sir, is she breathing? No. À l'arrivée de la police, Jennifer est morte sur le sol derrière son comptoir. Elle a reçu 3 balles. Des personnes travaillant dans les environs ont entendu des bruits secs vers 13 h, mais aucun n'a reconnu le bruit des détonations. Plusieurs témoins ont vu un homme aux longs cheveux noirs quitter en courant le centre commercial aux environs de 13 h. Quelqu'un est entré dans cette boutique avec pour seul but de tuer la propriétaire. Il n'y a eu ni lutte, ni dispute, ni cambriolage qui ait pu déclencher ce crime. Il ne manque pas d'argent, ni dans la caisse, ni dans le sac de Jennifer. Quand une chose pareille se produit, les gens ont l'impression que leur monde a changé. Ils ne se sentent plus en sécurité. Parce que si ce genre de choses peut arriver à Spring Grove, en Pennsylvanie, alors ça peut arriver n'importe où. Cette agression si risquée à midi dans un endroit très fréquenté indique à la police que le meurtrier était prêt à tout pour tuer Jennifer Myers. C'était l'œuvre de quelqu'un qui voulait sa mort, qui avait quelque chose contre elle. Et si l'on exclut le vol de la liste des mobiles, alors la première question qu'il faut se poser, c'est qui pouvait vouloir sa mort? Les examens balistiques révèlent que l'arme du crime est un revolver de calibre 38 ou 357. En Pennsylvanie, les armes déclarées sont répertoriées dans une banque de données. C'est comme ça qu'on a appris que Stephen Myers possédait un calibre 357. Steve Myers leur confie son arme pour qu'elle soit examinée par les experts. Mais il ne ressemble pas à l'homme que les témoins ont vu courir plus tôt ce jour-là. Ces témoins ont dit avoir entendu des bruits secs près de la boutique d'encadrement Grey Fox vers 13 h. La police pense qu'il s'agit en fait de coups de feu.
À peu près 2 heures plus tard, Steve Myers découvre sur le sol de la boutique sa femme Jennifer, tuée par balle. Un autre témoin a vu un homme en jean bleu ciel et chemise de flanelle bleue à carreaux s'enfuir en courant. Nous pensons que le tireur est entré et l'a attaqué brusquement en s'avançant vers elle. Il s'est mis à tirer. La première balle l'a atteinte à l'épaule. La deuxième à l'abdomen. La dernière l'a touché au visage. Les experts en balistique examinent les fragments de balles et ont conclu que l'arme est un revolver de calibre 38 ou 357. Steve, le mari de la victime, possède un 357. En comparant les balles retrouvées sur les lieux à celles tirées en test avec le revolver de Steve, les experts ont conclu qu'elles ne correspondent pas. La police se fait également confirmer que Steve était à son travail au moment du meurtre. Il n'avait pas besoin d'alibi, mais le fait qu'il ait été à son travail venait encore nous confirmer qu'il n'avait absolument rien à voir dans ce crime. Les services de la balistique et de l'identification des armes à feu ont la charge de définir quel type d'arme a été utilisé pour commettre un meurtre ou provoquer des blessures. Alors, charger une arme et presser la détente marque les munitions de multiples façons. Le chargeur laisse des éraflures. L'impact du percuteur provoque un creux distinctif dans la protection métallique de l'amorce. L'explosion de la charge de poudre imprime sur la douille toutes les imperfections de la chambre. Puis, le mécanisme d'éjection produit à nouveau des rayures. Pour comparer stries et éraflures de la balle test, tirée dans un réservoir d'eau ou dans une boîte de gelée spéciale, avec celles retrouvées dans le corps de la victime, l'expert emploie un microscope comparatif. La concordance entre les deux balles prouve qu'elles ont été tirées par la même arme. La police a une autre piste prometteuse. Le meurtre a été commis la veille du jour où Jennifer devait témoigner contre Kevin Dowling, 45 ans, qui l'aurait braqué à main armée l'année précédente. Désormais, nous avions peut-être un mobile. Quelqu'un qui voulait la mort de Jennifer pour l'empêcher de témoigner. Kevin Dowling avait l'occasion de commettre ce crime. Il était en liberté sous caution ce jour-là. Pourtant, quand la police l'interroge, Dowling prétend avoir un alibi. Il pêchait en bateau sur le lac de Muddy Run. Sa femme confirme ses dires. Madame Dowling était très coopérative. Elle croyait sincèrement son mari innocent de ce crime et voulait vraiment nous aider à prouver l'innocence de son mari. Dowling a également une preuve pour étayer son alibi. Il dit avoir filmé sa partie de pêche avec sa caméra vidéo. Sa femme confie la cassette aux policiers. Je voulais aider à prouver son innocence, prouver qu'il n'avait rien fait. Donc j'ai aidé volontiers la police et la vidéo leur a fait un choc. Je me disais, vous voyez bien qu'il n'a rien fait. Si c'est véritablement une cassette de sa partie de pêche, c'est un alibi en béton. Je voulais m'assurer de l'authenticité de cette preuve afin d'écarter tous les doutes. La police remarque tout d'abord que la date et l'heure de l'enregistrement figurent à l'image. La vidéo montre Dowling qui pêche au milieu du lac de 10h46 à 16h le jour du meurtre de Jennifer Myers. Le lac de Muddy Run se trouve à 45 minutes en voiture de la boutique. Dowling possède aussi les tickets de caisse, d'appât, de nourriture et de location du bateau. Mais il y a quelque chose d'étrange sur la vidéo. Il tente de se filmer en train de pêcher, mais il semble évident qu'il n'a pas vraiment envie d'attraper du poisson. La famille de Kevin Dowling confirme que la vidéo a été tournée le 20 octobre, le jour du meurtre. Quand il est rentré ce soir-là et que nos filles sont arrivées, on a regardé la cassette de sa journée tous ensemble.
Sur la vidéo, Kevin parle à ses enfants de son procès imminent pour braquage à main armée. S'il est condamné, il espère qu'ils se conduiront bien pendant qu'il sera en prison. Il racontait presque tout ce qu'il faisait ce jour-là, ce qui en soi me semblait déjà curieux. C'était également étrange qu'il ait gardé ses tickets de caisse. Son alibi semblait vraiment trop parfait. Le mieux est l'ennemi du bien, affirme un dicton populaire. Traduit en d'autres termes dans certaines circonstances, un excès de zèle peut paraître suspect. Car pour quelle raison obscure Kevin Dowling a-t-il pris le soin de se filmer pendant sa partie de pêche? Pourquoi a-t-il déclenché l'horloge électronique de la caméra si la bande vidéo ne constituait qu'un souvenir qu'il voulait faire partager à sa famille? Pourquoi enfin a-t-il conservé précieusement les tickets de caisse de ses achats d'appât et de nourriture ainsi que celui de la location du bateau? Si Dowling avait voulu se fabriquer un alibi, il n'aurait pas procédé autrement. Cette accumulation de détails visant à prouver qu'il se tenait éloigné de la scène de crime met en éveil les policiers. D'autant que l'ensemble des scènes filmées au cours de la journée ne représente sur la bande qu'une durée de 12 minutes. Plusieurs fois dans la vidéo, il parle d'avoir attrapé du poisson. Pourtant, on n'en voit jamais à l'écran. C'était vraiment étrange. S'il en avait pris, il les aurait montrés à la caméra. Quelque chose d'autre interpelle Maori. Kevin Dowling regarde sa montre à de nombreuses reprises. Cela me paraissait bizarre, car quand on part pour une journée de repos à la pêche, on ne se préoccupe pas de l'heure. Par moments, le cadran de sa montre fait face à la caméra. Les enquêteurs agrandissent des plans de la montre. Mais le cadran est trop flou, impossible à lire. Maori demande à des experts du FBI de retravailler les images par ordinateur, mais la bande est de trop mauvaise qualité pour obtenir quoi que ce soit. Il est pourtant primordial de déterminer l'heure à laquelle ces scènes ont été tournées, car l'heure et la date qui apparaissent à l'écran peuvent être falsifiées. Le soleil se cachait par moments et créait des ombres très visibles. En déterminant exactement la position de ces ombres, est-ce qu'on arriverait à calculer l'heure qu'il était grâce au soleil et à sa position dans le ciel? Les inspecteurs posent la question aux scientifiques de la NASA du centre spatial Goddard de Greenbelt dans le Maryland. La NASA trouve un astrophysicien près de Spring Grove qui peut les aider. Celui qui pouvait nous aider travaillait juste à côté, au Dickinson College, le docteur Robert Boyle. Le docteur Robert Boyle est professeur de physique et d'astronomie. Lorsqu'il voit la vidéo, il n'est pas très optimiste. J'étais vraiment pessimiste, car il était évident qu'il ne s'agirait pas simplement de regarder des ombres et de s'en servir comme cadran solaire. Non. Ici, la caméra avait été placée sur un bateau en mouvement. Au fur et à mesure que la Terre tourne, la position du Soleil change et crée des ombres différentes. Lorsque l'on se réfère au Soleil pour savoir l'heure, on observe deux choses: la hauteur du Soleil, ou l'altitude, et sa position sur l'horizon, ou l'azimut. Le nord correspond à l'azimut 0, l'est à 90 degrés, le sud à 180 degrés et l'ouest à 270 degrés. Pour que Boyle fasse son analyse, la cassette seule ne lui suffit pas. Il lui faut des informations scientifiques très pointues. Il lui fallait les mesures du bateau, la taille de Kevin Dowling. Il lui fallait également les mesures de la casquette que portait Dowling dans la vidéo.
Mais l'information capitale dont le docteur Boyle a surtout besoin, c'est la direction mesurée par une boussole du bateau au moment du tournage. Pour le savoir, la police embarque sur ce même bateau sur le lac et retrouve sa position exacte en s'appuyant sur les images du paysage extraites de la vidéo. Puis, à l'aide d'une boussole, il note la direction. Sur les 8 images que le professeur Boyle nous avait fournies, nous avons pu en reconstituer 7 de façon exacte. Et nos mesures de la direction du bateau étaient exactes à 5 degrés près. Ensuite, avec un mannequin, une ampoule et un rapporteur, le docteur Boyle calcule l'azimut du soleil grâce aux ombres. Le mannequin représente Dowling et l'ampoule, le soleil. Le docteur Boyle déplace la lumière pour produire les mêmes ombres que sur la vidéo. Le rapporteur indique la position du soleil d'après l'angle entre le mannequin et la source de lumière. En fait, j'ai mesuré l'angle entre la direction de la caméra et la direction du soleil qui était représentée par une ampoule électrique. Le docteur Boyle utilise le logiciel Voyageur 2 qui lui permet de déterminer la position exacte du soleil le jour du meurtre toutes les 15 minutes. Quand il compare la position du soleil aux ombres sur la bande vidéo, le docteur Boyle se rend compte que l'heure indiquée à l'écran sur certaines scènes n'est pas la bonne. En fin d'après-midi, l'heure à l'écran était la bonne. Mais il y avait plusieurs moments au milieu de la bande où l'heure indiquée ne correspondait pas avec les données astronomiques. Par exemple, dans cette scène, l'analyse de l'arrière-plan montre que le bateau est face au nord. La vidéo indique 11h24, mais on peut voir que le soleil se trouve clairement à gauche de Dowling, c'est-à-dire à l'ouest. À 11h24, le soleil devrait être à l'est. Le docteur Boyle pense que cette scène a été tournée aux environs de 15h. Kevin Dowling avait été alors en mesure de commettre le crime car il n'était pas sur le lac Muddy Run à 13h. Il est aujourd'hui facile à un meurtrier de falsifier une bande vidéo ou de décaler l'horloge électronique incorporée dans une caméra. Mais il est tout aussi facile aux experts de mettre à jour ces supercheries. Des enquêteurs de Scotland Yard sont parvenus récemment à confondre un assassin en décortiquant une bande vidéo prise durant une rave party au cours de laquelle s'était produit un homicide. Certes, le meurtrier présumé prétendait ne pas s'être trouvé sur les lieux à l'heure du crime, puisqu'il avait filmé tout autre chose, 20 km plus loin. Mais, après analyse, il s'avéra que la bande avait été truquée, l'assassin ayant filmé par inadvertance l'horloge d'une église, et l'heure qu'elle indiquait n'était pas la même que celle incrustée sur la bande vidéo. Quand la police montre à Kevin Dowling les preuves scientifiques de la falsification de l'heure de la vidéo, Dowling avoue. Il n'avoue pas le meurtre de Jennifer Myers, mais la supercherie. Il affirme à présent qu'après avoir pêché quelques heures, il s'est rendu dans un club de striptease et qu'il a falsifié l'heure pour que sa femme ne le sache pas. Inutile de vous expliquer pourquoi cela paraît étrange. Tout d'abord, il pouvait ne pas se filmer. Il aurait pu dire à sa femme « Je n'ai pas eu envie de filmer finalement ». Et évidemment, elle n'aurait jamais rien su. Et la vidéo révèle encore autre chose. Dowling porte des vêtements similaires à ceux de l'homme que les témoins ont vu s'enfuir de la boutique. Je ne voulais pas croire que mon mari, le père de mes enfants, ait pu faire une chose pareille à un être humain. La police retrouve chez lui les vêtements qu'il portait le jour de la partie de pêche. Elle les envoie à A.J. Schwabel, dit Skip, un expert en résidus de poudre de renommée internationale. Quand on tire au pistolet, le percuteur met le feu aux éléments contenus dans le projectile, qui se transforment en gaz.
Les gaz se solidifient et deviennent de minuscules particules qui se déposent sur les mains et les vêtements à proximité de la décharge. Pour chercher des résidus de poudre sur les vêtements, Schwabel se sert d'un adhésif pour en retirer les particules. Ces particules sont ensuite placées sous un microscope électronique à balayage qui les agrandit et permet d'effectuer une analyse des éléments présents. Un rayon d'électrons bombarde le prélèvement et les éléments présents émettent des rayons X caractéristiques. Les rayons X caractéristiques sont visibles à l'écran sous la forme de pics, à différents niveaux d'énergie. À chaque niveau, on assigne un élément particulier. Les tests montrent la présence de résidus de poudre sur le côté gauche des vêtements de Dowling, ce qui est révélateur puisque Dowling est gaucher. Sur chaque vêtement, il y avait des résidus de poudre présents en plus ou moins grande quantité. L'accusation pense que Kevin Dowling a soigneusement planifié le meurtre de Jennifer Myers pour l'empêcher de témoigner contre lui au procès. Le jour du meurtre, Dowling part pêcher sur le lac de Muddy Run et se filme avec sa caméra jusqu'à 11h45. Ensuite, il revient à terre, cache le bateau dans les buissons et roule 45 minutes jusqu'en ville. Affublé d'une perruque, Dowling entre dans le magasin de Jennifer vers 13h et fait feu par 3 fois. Le résidu de poudre s'incruste profondément dans ses vêtements, invisible à l'œil nu, mais très reconnaissable pour des experts médico-légaux. Dowling est de retour au lac et dans son bateau aux environs de 14h. Il reprogramme sa caméra à l'heure voulue, 11h24, sans se rendre compte qu'il est lui-même un vrai cadran solaire. Sa cassette vidéo révèle sa supercherie et non son innocence. J'aimerais lui casser la figure. Il n'a aucun remords. Pour faire une chose pareille et ne même pas avoir de remords, il faut vraiment être dérangé. C'est très effrayant. Malgré les preuves médico-légales, Kevin Dowling continue de clamer son innocence, mais il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la peine capitale. Sa femme, Joanne, affirme n'avoir rien su de la vie secrète de son mari et trouve que la peine capitale est une condamnation trop indulgente. Je hais véritablement Kevin Dowling pour tout ce qu'il représente, pour ce qu'il a fait, qui il est. Je le hais au-delà des mots. Cette histoire de cassette de pêche est vraiment mémorable. Comment a-t-il pu croire que personne ne se rendrait compte de la falsification ? La technologie permet aujourd'hui de démasquer ce genre de supercherie. Qu'il y ait un mobile, c'est une chose, mais prouver la culpabilité de quelqu'un, c'est plus difficile. Et la médecine légale nous a fourni les preuves nécessaires. Ils n'ont jamais retrouvé l'arme du crime. Et c'est étonnant de voir ce qu'ils arrivent à trouver par ailleurs. Sans cela, il y aurait beaucoup de coupables en liberté. C'est ironique, bien sûr. On parle souvent de criminels cachés dans l'ombre. Là, ce sont les ombres qui ont révélé le criminel. Je vous donne maintenant le fin mot de cette terrible histoire. En 1996, un hold-up se déroule dans la galerie de Jennifer Myers à West Manchester. Un inconnu vole la caisse, agresse la jeune femme, tente de la violer tout en lui expliquant qu'il vient d'être libéré de prison. 4 mois après les faits, Jennifer reconnaît son agresseur. Il travaille dans une station-service de la ville voisine. Elle prévient la police. Kevin Dowling est arrêté et accusé de vol, d'attentat à la pudeur et de tentative de viol. Mis en liberté sous caution, dans l'attente d'un procès, il n'ignore pas que le témoignage de sa victime risque de l'envoyer de nombreuses années derrière les barreaux. Pour éviter sa condamnation, il décide de la supprimer
et de se constituer un alibi en se filmant pendant une partie de pêche. Démasqué, Dowling est jugé et condamné à une peine de 18 ans de prison pour sa première agression, puis à la peine de mort pour le meurtre de Jennifer Myers. Il a été exécuté par injection létale le 27 février 2007, après avoir purgé 9 ans de détention. Certains reporters courageux n'hésitent pas à payer de leur personne pour mener à bien des enquêtes difficiles. Au moins 10 d'entre eux perdent ainsi la vie chaque année. Dans l'affaire qui nous intéresse maintenant, nous allons voir comment une journaliste allemande est devenue victime, puis militante d'une cause sur laquelle elle était venue enquêter quelques années plus tôt. En septembre 1993, Uwe Wilhelm Rakebrand et son épouse prennent l'avion depuis l'Allemagne pour passer leur lune de miel en Floride. Ils louent une voiture pour effectuer le court trajet qui les sépare de leur hôtel. Les deux touristes allemands se trouvent à moins de 5 minutes de l'aéroport. À peine le temps de lire les conseils de sécurité destinés aux touristes lorsqu'ils se retrouvent victimes à leur tour. Une camionnette surgit derrière eux et percute leur voiture. Le couple sait qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une ruse qu'emploient les pirates de la route pour obliger les conducteurs à s'arrêter. Ils percutent les voitures pour les dévaliser, mais les Rakebrand agissent selon les recommandations et ne s'arrêtent pas. C'est alors que le tireur arrive à leur hauteur et tire un seul et unique coup de feu. Uwe Wilhelm, âgé de 33 ans, meurt sur le coup. Catherine, son épouse de 27 ans, est indemne. À la fin de l'année, on compte 8 meurtres de touristes dans le sud de la Floride. Des centaines d'autres ont été dévalisés et beaucoup plus ont été grièvement blessés. Les touristes sont des proies faciles. Il est impossible de changer le comportement des gens. Les touristes regardent les panneaux dans la rue quand ils se perdent, ils consultent les plans, ils ont des appareils photo en bandoulière, des bagages sur la banquette arrière. Tout cela fait qu'ils sont faciles à repérer, surtout aux alentours de l'aéroport. De plus, ils possèdent tout ce qui attire les voleurs. Appareils photo, bijoux, caméscopes, ordinateurs portables, et ils ont généralement beaucoup d'argent liquide sur eux. Helga Lust, une journaliste, relate ses agressions envers les touristes pour une chaîne de télévision allemande. Je travaillais sur un reportage qui avait pour sujet la vague de criminalité qui s'abattait sur les États-Unis, et en particulier les agressions visant les touristes en Floride. Dans ce reportage, nous avons donné des conseils de sécurité aux touristes allemands qui devaient se rendre aux États-Unis. Helga et sa mère avaient prévu de passer des vacances en Floride avant que ne commence la vague de violence. Nous avons décidé de maintenir notre voyage à Miami et dans les Keys, parce qu'il ne devait durer que 4 jours. Et surtout, parce que je venais de faire ce reportage donnant des conseils de sécurité et je me sentais particulièrement bien informée sur le sujet. Leur séjour est reposant et se déroule sans heurts. On ne peut pas dire la même chose de leur retour à l'aéroport. Elles se perdent en cherchant l'agence de location de voitures de l'aéroport. Helga prend une rue transversale pour faire demi-tour. Elle remarque rapidement qu'on la suit. L'homme brise la vitre, arrête la voiture de force, débranche le klaxon et agresse les deux femmes. Ma mère a dit « Prenez tout ce que vous voulez, mais ne nous faites pas de mal. » Le passager de leur voiture a dit « La ferme, on va vous tuer. » Les deux agresseurs se relayaient pour me frapper à travers la vitre. Et mes forces m'abandonnaient davantage à chaque coup que je prenais. Les agresseurs essaient à tout prix de s'emparer des clés de la voiture. J'ai réussi à leur donner quelques coups. Helga parvient enfin à faire repartir la voiture. Pour tenter de l'arrêter, son agresseur la mord au bras. J'ai heurté le conducteur de leur voiture avec l'avant de la nôtre. Au bout de quelques mètres, l'homme est contraint de lâcher prise. J'avais de graves blessures à la tête, au cou, au dos, une luxation de la mâchoire, et j'ai perdu pour toujours toute sensibilité du côté gauche de mon visage.
La morsure que j'avais au bras était très douloureuse. La morsure est si profonde qu'elle atteint le muscle. Même les animaux ne font pas de choses pareilles. Les animaux n'agissent pas comme il l'a fait. C'est inutile. Avait-il vraiment besoin de frapper cette jeune femme, la tuant presque et la laissant marquer à vie? Avait-il besoin de la mordre et de détruire sa vie? Elga décrit ses agresseurs. 2 hommes âgés de 25 ans environ. Ils conduisaient une grosse voiture sombre aux vitres teintées. La plupart des agressions se déroulent en moins de 2 minutes. Une collision, un vol, une agression, et tout cela se passe en quelques secondes seulement. Le carjacking, ou le vol de voiture avec violence, est un phénomène de délinquance particulièrement traumatisant. Il consiste à braquer un conducteur, notamment stoppé à un feu rouge. Les voleurs étant le plus souvent à pied ou à moto. Chaque année, il se vole en France environ 300 000 voitures, dont la plupart ne sont jamais retrouvées. Confrontés à des systèmes de protection embarqués toujours plus performants, les voleurs doivent trouver de nouvelles solutions. C'est pourquoi nombre d'entre eux s'adonnent aujourd'hui au carjacking. Alors les grosses berlines sont dédiées à la revente des pièces ou sont utilisées pour des braquages. Les petits modèles sont quant à eux écoulés en dehors de nos frontières. Aux États-Unis, entre 1992 et 1996, 49 000 automobilistes ont été victimes d'attaques violentes, notamment en Floride. Dans la moitié des cas, les gangsters sont parvenus à leur fin, après avoir molesté les passagers. Dans notre affaire, il est vraisemblable que l'argent liquide, les bagages et les objets de valeur des touristes allemandes intéressaient davantage les gangsters que le vol de leur voiture de location. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs chevronnés, Bassam Fadel et Laura Lefebvre, de la brigade anticriminalité de Hialeah, en Floride. Cette agression a eu lieu à environ 10 pâtés de maison de l'aéroport, dans un quartier d'Hialeah à la fois résidentiel et commerçant. Ce quartier se situe à côté de Lejeune Road, la seule route d'accès à l'aéroport. Les malfaiteurs attendent souvent leurs victimes ici. C'est l'artère principale. Il est très facile de se cacher et de suivre quelqu'un. La route est directe pour entrer ou sortir de l'aéroport de Miami. Ce sont des chasseurs à la recherche de proies. Les victimes pourraient être votre famille, vos voisins. Je suis sûre qu'après l'avoir choisi pour cible et pendant qu'il la suivait, il décidait de la marche à suivre et du moment propice. À l'époque, il est facile de reconnaître les voitures de location à leurs autocollants et à leurs plaques d'immatriculation commençant par la lettre Y ou Z. Malgré l'augmentation des agressions visant les touristes, le taux de criminalité globale du sud de la Floride est en baisse par rapport à l'année précédente. Cependant, le traitement médiatique de ces agressions ne reste pas sans effet. Presque tous les jours, des touristes étaient dévalisés à Miami. La ville avait la réputation d'être violente et les gens ne voulaient pas y revenir. Les gouvernements européens déconseillent fortement de se rendre en Floride et les réservations d'hôtels chutent de 25%. Il est extrêmement difficile de mettre un terme à cette vague de criminalité. Bien souvent, les victimes ne souhaitent pas revenir en Floride pour les audiences et les procès. Dans ces conditions, les malfaiteurs restent libres de recommencer. La plupart des agressions sont des vols précédés d'une collision laissant peu de preuves médico-légales. Mais la tentative de vol dont est victime Elga est d'une violence inhabituelle. Elle avait une morsure sur le haut du bras qui était plutôt nette. J'avais une certaine expérience dans le domaine des violences sexuelles et je savais qu'ils étaient en train de développer des méthodes de comparaison. L'endroit le plus approprié pour traiter ce cas était le laboratoire photo du centre médico-légal. Elle a très bien fait de s'occuper immédiatement de la trace de morsure avant que la victime ne parte ou se fasse soigner. Des points de suture ou d'autres soins auraient pu changer l'aspect de la morsure. Elga accepte qu'un photographe de la police scientifique prenne des clichés de la blessure. Une simple photo ne suffit pas. Il faut mesurer la blessure, bien la situer sur le corps et la décrire avec précision. Il faut agir le plus vite possible.
Ce genre de blessure évolue très vite. La peau se décolore, des ecchymoses apparaissent. Le protocole médico-légal impose l'utilisation d'une règle sur chaque cliché afin d'indiquer l'échelle. On utilise une échelle à 2 bras. Les 3 cercles nous permettent de nous assurer que l'appareil photo est perpendiculaire au sujet et il nous donne également l'échelle. Nous utilisons le flash et nous l'orientons de façon à faire ressortir le relief de la peau. Les photographes de la police scientifique prennent des clichés sous différentes sources lumineuses, en lumière naturelle, ultraviolette, infrarouge et fluorescente. On obtient ainsi des détails que ne révèle pas la lumière du spectre visible. Les photos fournissent souvent des éléments invisibles à l'œil nu. Mise au service de la criminologie dès la fin du XIXe siècle, la photographie joue un rôle prépondérant dans la recherche d'indices et l'établissement de preuves légales. Utiliser des filtres colorés ou des émulsions sensibles à certaines longueurs d'onde électromagnétiques permet la détection et la mise en évidence de détails invisibles à l'œil nu. Les ultraviolets révèlent certaines empreintes digitales. Le violet permet de rendre plus visibles les traces de sang et les résidus de coups de feu. Les lumières bleues ou vertes révèlent les traces de fibres, d'urine ou de sperme. Les enquêteurs examinent ensuite la voiture de location. Ils espèrent trouver des empreintes digitales. Malheureusement, la météo était contre nous. Il était impossible d'obtenir quoi que ce soit sur l'extérieur du véhicule. La voiture est mouillée parce qu'Helga a traversé un orage sur le chemin de l'aéroport. L'intérieur de la voiture est en plastique grainé et ne fournit aucune empreinte utilisable. Ils n'ont ni empreinte, ni témoin, ni suspect. Helga et sa mère quittent Miami sans savoir si l'affaire sera résolue un jour. 3 semaines après l'agression dont Helga Lust a été victime, on lui demande de revenir en Floride pour regarder toute une série de photos d'identité judiciaire. Elle ne reconnaît pas son agresseur. Les inspecteurs lui montrent ensuite les photos de 6 suspects. Helga a regardé les 6 clichés. Elle regardait très attentivement chaque photo et quand elle est arrivée à celle de Stanley Cornett, elle a immédiatement eu une réaction physique. Quand j'ai vu le visage du prévenu, j'ai ressenti un mélange d'émotions très étranges. J'étais heureuse de l'avoir reconnu et en même temps, j'étais terrifiée parce que la dernière fois que j'avais vu ce visage, il était plaqué sur mon bras en train de me mordre jusqu'aux muscles. Stanley Cornett, 24 ans, est un ouvrier d'usine au passé criminel chargé. Comme les attaques visant des touristes ont lieu dans des juridictions distinctes autour de l'aéroport, la police crée une unité spéciale afin que les informations circulent mieux. C'est ainsi que l'inspecteur Lefebvre entend parler pour la première fois de Stanley Cornett. Il a été arrêté quelques jours après l'agression d'Helga pour un fait quasiment similaire. Il est soupçonné d'avoir fait s'arrêter un homme âgé dans une voiture de location avant de tenter de le voler sous la menace d'une arme. Mais il a mal choisi sa victime. Le fils de la victime est un policier de Miami qui habite juste de l'autre côté de la rue. Il a appelé son fils qui est sorti de la maison en courant. La victime résistait et essayait de retenir l'agresseur tout en appelant son fils. L'agresseur lui a alors mordu le bras. La ressemblance entre les 2 agressions est frappante, mais Stanley Cornett nie avoir agressé Helga Lust, bien qu'elle l'ait identifiée. J'avais déjà instruit un certain nombre d'affaires semblables, et la grande question était toujours de savoir si l'identification du suspect par la victime allait suffire à convaincre le jury. Et c'est particulièrement vrai quand il s'agit d'un vol qui n'a duré que 20 ou 30 secondes et qu'une seule personne a reconnu l'accusé. Les enquêteurs cherchent alors un moyen de prouver que c'est bien Stanley Cornett qui a mordu le bras de Helga. Ils font appel à l'expert médico-légal
qui a permis d'attribuer une trace de morsure au tristement célèbre tueur en série Ted Bundy. Une trace de morsure bien nette permet d'obtenir le schéma dentaire du suspect. On peut savoir par exemple si le suspect a les dents espacées ou s'il a des dents de travers. Ce schéma peut innocenter un suspect ou contribuer à prouver qu'il est bien l'auteur de la morsure. Le docteur Souvron possède des photos de la blessure d'Helga, mais il lui faut les empreintes dentaires de Stanley Cornett afin de procéder à une comparaison. Stanley Cornett refuse de coopérer. Vous ne me toucherez pas. Voilà en substance ce qu'il a dit. Il a été très grossier. Il a dit « Non, vous ne tirerez rien de ma bouche », mis à part des gros mots, bien sûr. Ils repartent les mains vides, mais reviennent avec une ordonnance du tribunal autorisant le recours à la force si nécessaire. Il a répété qu'il refusait de coopérer et qu'il n'ouvrirait pas la bouche. Le docteur Souvron a alors apporté un ouvre-bouche qui sert à écarter les mâchoires des cadavres en état de rigidité cadavérique. On le place sur la mâchoire, on l'actionne et rien ne lui résiste. Il peut briser la mâchoire si on oppose trop de résistance. Quand Stanley a vu cet instrument, il a décidé de coopérer et de nous fournir ses empreintes dentaires. C'est ainsi que nous avons obtenu les empreintes dentaires de Stanley Cornett. À partir de ces empreintes, le docteur Souvron réalise des moulages en plâtre qui lui permettent de reproduire la trace de morsure. Les morsures test, dans de la cire ou bien du polystyrène, permettent de savoir quel type de trace laisserait ses dents. Le tranchant des dents de plâtre est ensuite noirci et le schéma dentaire est photocopié sur un transparent afin de permettre une comparaison aisée avec les photographies. Les odontologistes utilisent plusieurs techniques différentes, car il est impossible d'évaluer avec précision l'élasticité de la peau de la victime. Les dents peuvent marquer de façon différente. La peau peut réagir de façon différente. Et quand cette jeune femme a été mordue, elle n'a pas tranquillement laissé cet homme la mordre de toutes ses forces. Il y a eu un mouvement de la mâchoire pendant la morsure. Les dents numéros 24 et 25 ont laissé les marques que montrent ces flèches. Quand la position de la mâchoire a changé, la dent 26 a fait cette marque. Une trace de morsure ne suffit pas à identifier quelqu'un avec certitude. Les experts peuvent uniquement dire si une morsure correspond aux dents d'un individu. Même si c'est le cas, il ne s'agit pas d'une preuve absolue. Mais grâce au moulage, aux empreintes dans la cire, aux transparents et aux photographies très précises, le docteur Souvron identifie sur la morsure 3 dents du bas, légèrement de travers et se chevauchant un peu, ainsi qu'une marque profonde laissée par une dent du haut. Même pour un œil non exercé, il semble que ce soit les dents de Stanley Cornett qui aient laissé la morsure de la photo. Le docteur Souvron est certain de sa conclusion. Ces dents correspondent à la morsure et aucun élément sur la morsure ne l'écarte des suspects. Les traces de morsure peuvent dans certains cas être déterminantes et mener à l'identification d'un suspect. Ainsi, il y a une trentaine d'années en Irlande, des tueurs de l'IRA n'avaient laissé que peu d'indices quand ils avaient abattu Billy Craig et son père. Quelques douilles et une pomme à moitié mangée. C'est à partir d'une trace de morsure curieuse qu'un dentiste légiste fit un diagnostic remarquable. Notant une déformation de la mâchoire, il annonça que le tueur était grand et maigre, qu'il avait un front haut et sans doute des difficultés respiratoires. Quand un indicateur mena les enquêteurs à un suspect possible, ils furent stupéfaits. La ressemblance entre l'homme et la description faite par le dentiste était étonnante. Un moulage de ses dents déformées comparé aux traces laissées dans la pomme confirma sa culpabilité. Stanley Cornett est inculpé pour tentative de vol et coups et blessures aggravés. Quelle ironie du sort d'avoir fait ce reportage et d'avoir donné des conseils de sécurité, puis d'aller soi-même en Floride et de se retrouver dans les statistiques criminelles. Même si l'on croit avoir tout en main pour se protéger, tout peut arriver si l'on se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment.
Alors que le procès concernant la brutale agression d'Helga Lust approche, Stanley Cornett déclare qu'il a un alibi, car il se trouvait sur son lieu de travail à l'heure du délit. Sa carte de pointage montre qu'il était effectivement sur son lieu de travail ce jour-là. Mais les collègues de Stanley Cornett disent qu'il ne pointe pas toujours lorsqu'il sort pour une pause. Or, il travaille à 10 minutes seulement de l'endroit où Helga a été agressée. Son chef se souvient de ce jour en particulier. Stanley Cornett est parti sans jamais revenir. Il est renvoyé pour cette raison peu après. Son alibi part donc en fumée. C'est vraiment incroyable qu'un homme puisse pointer et aller au travail comme tout le monde le matin, puis quitter son lieu de travail pendant une pause pour commettre une telle agression contre une touriste. Mais c'est exactement ce que Stanley Cornett a fait. Grâce à différentes manœuvres procédurales, Stanley Cornett ne cesse de faire repousser son procès. Si la victime ne veut pas coopérer, je ne peux plus rien faire. Les malfaiteurs comptent là-dessus. C'est pour cette raison qu'ils s'en prennent aux touristes. Mais cette fois, ils ont mal choisi leur victime. Stanley Cornett pensait qu'Helga finirait bien par abandonner. Il a sous-estimé Helga Lust. Elle n'a jamais renoncé. Elle venait spécialement en avion pour être présente à chaque date de procès. Lors du procès, Helga identifie à nouveau Stanley Cornett comme l'homme qui l'a agressé. Me retrouver face à Stanley Cornett au tribunal a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Pendant tout mon témoignage, l'accusé avait un petit sourire en coin. J'ai fait de gros efforts pour ne pas faire attention à lui et pour me concentrer sur le procureur, le jury, le juge et ceux qui étaient là pour représenter la justice. Les clichés très précis de la trace de morsure pris par un photographe qualifié de la police scientifique, avec les moulages des dents de Stanley Cornett, ont joué un rôle décisif pour convaincre le jury. Stanley Cornett est jugé coupable de tentative de vol et de coups et blessures aggravés. Étant récidiviste, il est condamné à la prison à vie. Dans un cas comme celui-ci, je demande aux enquêteurs de ne pas dire aux prévenus qu'ils sont en possession d'une trace de morsure, parce qu'ils risquent de faire modifier sa dentition. Cela m'est arrivé il y a 2 semaines. J'ai vu que l'accusé s'était fait arracher toutes les dents de devant, en haut et en bas, en prison. Il a dit qu'il avait mal aux dents et ils les ont arrachées. J'étais procureur à ce moment-là, et c'était relativement nouveau pour moi. Alors imaginez ce que c'était pour le jury. Il n'avait certainement jamais entendu parler de preuves obtenues à partir d'une trace de morsure. Je pense que la trace de morsure a été la clé de ce procès. C'est ce qui a fait pencher la balance en défaveur de Stanley Cornett, au moins pour le jury à mon avis. C'était vraiment notre pièce maîtresse. Le complice de Stanley Cornett n'a jamais été identifié. Vers la fin de l'année 1993, les agressions de touristes dans le sud de la Floride cessent. Mais pour quelle raison? La police surveille davantage les alentours des agences de location de voitures. Les agences retirent leurs autocollants des voitures et cessent d'utiliser des plaques d'immatriculation facilement identifiables. Suite à l'épreuve qu'elle a traversée, Helga crée une association d'aide aux victimes du nom de Witness Justice. Elle peut les comprendre beaucoup mieux que ne le ferait un officier de police. Elle est capable de les soutenir. Elle peut être leur voix quand parfois ils n'ont plus la force de parler. Ce sont peut-être des gens comme Helga qui feront que davantage de victimes reviendront au tribunal afin d'obtenir des condamnations. Oh, certes, Stanley Cornett a été condamné à purger une peine de prison à vie. Mais Helga Lust a payé au prix fort l'agression dont elle a été victime. Cornett lui a brisé la mâchoire, lui a cassé des côtes, lui a perforé un poumon. Avant de lâcher prise, il lui a également mordu le biceps gauche avec une telle violence que la marque de ses dents est restée imprimée sur l'humérus. Pendant des années, Helga a souffert d'atroces douleurs, l'empêchant de dormir et de manger normalement. Incapable de travailler, elle a dû renoncer à la fonction de productrice qu'elle occupait dans une importante chaîne de télévision. Devenue alcoolique, elle a même envisagé de mettre fin à ses jours. Mais fort heureusement, sa volonté a triomphé. Elle a trouvé dans la course à pied, et la course à pied
intensive, un exutoire à sa souffrance. Elle est parvenue en 1997 à parcourir les 42 km 195 d'un marathon. 5 ans plus tard, avec l'aide de son mari, Helga Lust a créé une association, Justice Witness, dont le but est de soutenir les survivants des agressions et de les assister dans leur démarche pénale. Cette émission est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.